right, Joanne, whenever you're ready, we can get ourselves started. Okay, we're still 1 minute off here in Atlanta. Oh, Um, excuse me. We're fast in DC. You're faster in Oui, DC. nous sommes rapides ici à DC. Moi, je suis en Georgie. Je- C'est très classique. I know, we do want to get Donc, started oui, on veut commencer close to on time. That's à l'heure ou possible le plus here près in possible. Atlanta. Et il est maintenant 9 heures à l'Atlanta, heure de l'Est, parce qu'on a vraiment une séance très remplie. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tout le monde. J'aimerais bien vous accueillir à notre communauté de pratique et notre initiative de WASH. Et on a une séance un peu différente aujourd'hui comparé à ce qu'on a fait dans d'autres webinaires. On demande à un expert de WASH dans les établissements de santé. Donc, on a fait un sondage auprès de vous pour que vous nous disiez quelles sont les questions les plus pressantes auxquelles vous voudriez avoir des réponses sur l'eau, l'assainissement, l'hygiène, WASH, donc dans les établissements de santé. Et vous nous avez donné de très bonnes questions qui nous ont guidés pour organiser cette séance et réunir notre panel d'experts qui vont répondre à des questions soumises à l'avance et des questions en direct que vous pouvez envoyer dans notre fonction Q&A, donc questions et réponses. Comme toujours, je veux reconnaître que tout ceci ne serait pas possible sans notre équipe d'apprentissage, communauté de pratique, tous nos conférenciers, tout ce qu'on va faire. Donc, je vais me présenter, Joanne McGriff. Je suis professeure adjointe ici à Rawlings School de Public Health à l'Université Emory. Et je suis sur la faculté aussi sur les services WASH. Et j'ai avec moi Lindsay Denny, qui est d'UNICEF New York, qui est une affiliée de longtemps, et Hailey Hailing, qui est de Local Vision. Et donc, très bon travail pour réunir cette session. Et on a beaucoup d'autres membres de notre communauté de pratique et dans l'auditoire virtuel, beaucoup de bons partenaires qui nous guident et qui donnent des commentaires sur la conceptualisation et la mise en œuvre de ces séances dont on est bien content pour notre comité directeur. Et on est aussi très heureux d'accueillir nos invités qui vont être notre panel d'experts aujourd'hui qui va comprendre Saïd Yasser Ahmad, qui va répondre à des questions sur les services WASH dans les situations d'urgence et il est un expert. Je vais vous parler un peu plus de lui. On a Ute Pika. Piper, qui est de l'OMS, qui va répondre beaucoup des questions qu'on a reçues sur la gestion des déchets. Et on a M. Patrick, qui va répondre à beaucoup de questions sur les infections. Donc, en fait, Claire, Madame Kilpatrick, qui va aussi répondre à des questions sur le même domaine. Et on a Rima Panwar, qui couvre le genre, l'égalité, le handicap et l'inclusion sociale. Donc, nous sommes vraiment très heureux d'avoir ces experts qui ont convenu de venir parler de chacun de ces sujets, du mieux de leur connaissance. Donc, ce sera une séance occupée. On espère que vous pourrez rester puis partager cette information avec d'autres. Et vous pouvez toujours aller voir notre canal YouTube, notre page web de la communauté de pratique une fois que ça aura été téléchargé. Donc, on va commencer. Et il y a d'autres membres de notre communauté de pratique qui comprend les interprètes qui vont nous aider aujourd'hui avec l'espagnol et le français pour les gens qui parlent ces langues. Donc, si ce n'est pas déjà fait, choisissez la langue de votre choix dans la barre d'outils en bas de l'écran. Et ceux qui parlent anglais, vous pouvez aussi choisir l'anglais comme langue principale dans la barre d'outils pour faciliter les transitions, s'il y en a. Et prochaine diapo. Avant de commencer, on veut accueillir les nouveaux participants à notre communauté de pratique, le travail qu'on fait, ce qu'on est. Nous sommes une plateforme d'apprentissage axée sur l'orientation qui réunit les communautés de WASH dans les établissements en particulier. Notre objectif est de connecter les expériences de nos collègues, des experts avec les membres de cette communauté de WASH qui veulent passer à l'action au niveau des établissements de santé. Donc, cette plateforme et notre bulletin ont tous été créés, notre page web, nos ressources sur notre page web. Et aussi, tout cela
ça fait partie de notre objectif pour qu'après chaque séance, vous puissiez quitter avec de l'information tangible et faire un suivi, revenir revoir l'information à votre discrétion pour vous permettre de prendre les mesures les plus immédiates pour améliorer les services WASH dans les établissements de santé. Et on veut aussi rappeler à tout le monde quels sont les principes de base vraiment au sein de la COP, la communauté de pratique, quand on fait nos webinaires, quand on rédige nos bulletins. Donc, WASH, pour nous, c'est une condition préalable fondamentale pour les soins de santé au sein des établissements de santé. Et il ne peut pas y avoir de prévention, contrôle efficace des infections, la PCI, sans des bons services WASH. Et WASH et ses enjeux, c'est un problème qui est réglable et ça peut être résolu et ça nécessite la collaboration de plusieurs systèmes, secteurs, parties prenantes qui doivent travailler ensemble pour avoir des améliorations durables. Et enfin, la communauté de pratique est vraiment ouverte à toutes les personnes qui veulent apprendre et partager sur le thème des services WASH dans des établissements de santé, que vous soyez un expert chevronné ou quelqu'un pour qui c'est nouveau. On vous accueille, on respecte vos perspectives et on apprécie votre participation. Chaque fois qu'on se réunit, donc, on veut s'assurer d'avoir la toute nouvelle information disponible sur WASH dans les établissements de santé. Beaucoup de vous connaissez probablement déjà ce rapport qui s'appelle WASH Waste Electricity, qui est le rapport qui a été émis par l'OMS et l'UNICEF, qui parle des progrès qui ont été faits dans 73 pays depuis la résolution de 2019 de l'Assemblée mondiale sur la santé et avec des détails sur les stratégies, les défis auxquels font face les pays et leur programmation, avec des recommandations clés qui sont axées sur l'intégration de WASH à tous les niveaux, le suivi régulièrement, l'imputabilité et habiliter le personnel pour offrir ces services au niveau de l'hygiène. Donc, regardez ce nouveau rapport, si ce n'est déjà fait, qui a été publié il y a 2 mois. Un autre aspect important du rapport mondial, c'est l'analyse du suivi des pays. C'est un suivi qui est fait, qui est mis à jour régulièrement avec le progrès de 70 pays environ, je crois, à ce point-ci, qui ont soumis leur information. Encore une fois, une ressource très utile qui se trouve sur washnhtf.org. Et donc, une autre bonne ressource ici sur ce même site web, washnhcf.org, qui parle ce qui s'est passé dans le sommet où 23 pays ont parlé, 33 pays plutôt ont dit où ils en étaient avec leur programmation. Et il y a un très bon résumé des activités, des défis, des prochaines étapes, toutes sortes de considérations en ce qui concerne ce qu'ils font au niveau de WASH dans les établissements de santé. Donc, regardez un peu ces affiches, c'est très intéressant. Et sur la prochaine diapo, ce qu'on aime faire, c'est de souligner des histoires, le coin de la réussite qu'on appelle notre Success Corner, où la communauté de pratique peut vraiment montrer des gains, des progrès au niveau de WASH dans les établissements de santé, petits ou grands, peu importe. Aujourd'hui, on a une histoire du Népal qui parle de WASH Fit et de sa mise en œuvre. Beaucoup d'entre vous connaissez WASH Fit et ça a été fait dans 10 établissements de santé au Népal où ils ont vu un changement transformatif au niveau de l'engagement, du leadership avec les gouvernements locaux et de l'appropriation par le personnel des établissements de santé dans les efforts pour résoudre ces défis posés par les services WASH. Et donc, on voit beaucoup de positifs de santé très positifs suite à l'amélioration des services et de l'amélioration de WASH. Donc, on célèbre avec eux et on les remercie d'avoir soumis leur histoire. Et donc, maintenant, sans plus tarder, je veux maintenant donner la parole à nos experts et en commençant par des introductions supplémentaires pour qu'on sache qui est avec nous et qu'on connaisse un peu leur historique. Et après avoir introduit les panélistes, je vais commencer avec une question sur lesquelles ils vont tous commenter. Et ensuite, on va passer à des questions pré-soumises ou des questions que vous pouvez mettre dans notre section Q&A, donc questions-réponses. Donc, regardez votre barre d'outils, si c'est en bas ou en haut de votre écran. Trouvez ce bouton
Q&A, Q&A, donc pour les questions-réponses, c'est la seule fonction qu'on va utiliser. Le chat est disponible et oui, on vous encourage à l'encourager pour commenter, mais pour les questions, c'est mieux de les poser dans la section questions-réponses seulement pour qu'on puisse en faire le suivi et s'assurer qu'on entend vos questions. Donc, avec nous aujourd'hui, je l'ai mentionné, Dr. Ute Pieper est une experte en gestion des déchets de soins de santé. Elle a eu son doctorat en technologie et ingénierie de l'environnement et elle a plus de 20 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la gestion des déchets de soins de santé en mettant en œuvre et soutenant des projets dans plus de 40 pays d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Elle est le point focal pour la gestion des déchets de soins de santé au sein de l'unité WASH à l'OMS à Genève. Donc, bienvenue, Dr. Pieper. Sayir Yassir Ahmad est un expert en situation d'urgence et contexte fragile. Il est un professionnel accompli de l'eau et des déchets, en particulier dans le domaine de l'eau, l'assainissement, hygiène, donc WASH, et le contexte d'urgence de santé publique, y compris gestion des épidémies de COVID, efforts de confinement pendant Ebola, questions WASH dans les conflits provoqués par l'homme et la fourniture d'un soutien critique à la suite d'une catastrophe naturelle, y compris des projets WASH dans les établissements de santé, avec les défis uniques qui sont posés par les contextes d'urgence. Donc, Monsieur Ahmad, on est très heureux de vous avoir avec nous. On n'aurait pas pu le faire sans vous. Et on a aussi Madame Rahima Panwa, qui est une experte dans l'égalité des genres, inclusion sociale, personnes en situation de handicap, donc JEDSI. Elle a plus de 20 ans d'expérience dans le plaidoyer législatif, planification stratégique, promotion, harmonie religieuse, sociale, justice sociale, travail avec le réseau sectoriel, législateur, gouvernement, société civile, donc partis politiques. Donc, beaucoup d'expérience. Elle a une maîtrise en sciences sociales avec une spécialisation en genre et droits de l'homme de la Zabist à Karachi. Et elle est membre de plusieurs organisations qui soutiennent le bien-être des femmes et des enfants, y compris la commission de Sindh sur le statut des femmes. Et elle est conseillère en matière de WaterAid Pakistan depuis 2020. Donc, bienvenue à Madame Penwar. Et donc, on a aussi Claire Kirkpatrick, qui est une experte dans la PCI, donc prévention et contrôle des infections. Elle est diplômée de l'Université de Glasgow, où elle a un diplôme en infection, en contrôle des infections et un diplôme en sciences médicales. Elle est conseillère de l'OMS depuis 2008 et travaille en tant qu'experte en matière de lutte contre les maladies infectieuses en mettant l'accent sur le développement d'outils de mise en œuvre, amélioration, formation, notamment en abordant l'intersection entre la lutte contre les maladies infectieuses et l'eau. Donc, elle a beaucoup d'expérience dans les campagnes. Elle a publié beaucoup d'articles. Elle est un membre du conseil d'administration de la World Surgical Infection Society. Et en tant qu'experte conseillère auprès de l'organisation curative AMR Narrative et le Royal College of Physicians and Surgeons. Donc, j'ai parlé beaucoup et rapidement parce qu'on a beaucoup d'experts ici qui ont beaucoup d'expérience, qui ont beaucoup de connaissances. Donc, vous pouvez m'entendre entendre parler des sujets où ces gens ont passé beaucoup de temps, mais je veux les laisser parler et penser aux questions que vous voulez poser. C'est une séance où on pose des questions aux experts, donc allez-y et n'hésitez pas à utiliser la fonction Q&A. Et je vais commencer par la première question qu'on pose à tout le monde et peut-être Dr. Pieper d'abord. Et je vais utiliser des prénoms parce que je pense que c'est un peu plus convivial comme on fait habituellement. Donc, la première question, c'est quelle est la ressource qui vous a le plus aidé dans votre travail? Et Ute, dans ton cas, dans la gestion des déchets médicaux au cours des dernières années. Donc, quelle est la ressource qui vous a le plus aidé? Eh bien, en fait, c'est pas seulement au cours des 2 dernières années. Donc, on parle de la Bible bleue de la gestion des déchets médicaux de l'OMS, cette publication donc qui a été révisée en 2014. Et donc ça, c'est un peu l'outil le plus, le guide en fait le plus compréhensif sur la gestion des déchets médicaux qui couvre tous les domaines de la gestion de ces déchets, de la classification, ségrégation, risque.
les lots aussi, usés et comment faire dans les situations d'urgence. En fait, ça couvre tout. Et donc, c'est un gros document avec plus de 300 pages. Mais donc, il y a tellement d'informations sur la gestion des déchets médicaux. Donc, je reviens toujours à cette Bible qui est une ressource fondamentale pour la gestion des déchets médicaux. Mais la plus récente version a été publiée en 2019. C'est un aperçu des technologies de traitement pour les déchets infectieux dans des établissements de santé. Et c'est très utile, en particulier parce que il y a toujours tellement de questions sur le traitement des déchets du milieu médical. Donc, cet outil est très utile parce qu'on compare différentes technologies de traitement, les avantages, les inconvénients, etc. Donc, c'est très, très utile. Donc, je veux mentionner cet outil, ces documents dans cette situation. Donc, merci. Oui, je pense que Hailey nous... elle est là. Oui, elle a mis des commentaires dans la chat. Elle a mis les liens, donc vous pouvez savoir. Et donc, merci pour votre réponse. Maintenant, Yassir, si vous voulez répondre avec quelle est la ressource que vous pensez qu'elle est la plus utile? Merci. Bon, au niveau des contextes d'urgence, il y a les lignes directrices qui portent sur l'assainissement de l'eau et la fourniture en eau et l'assainissement et la promotion des messages en assainissement qui permettent qui contribuent à améliorer la sécurité des environnements pour les patients. Une bonne information est essentielle. Et il faut des efforts d'épuration et autres éléments qui sont conçus pour assurer une aide rapide en situation d'urgence. Bon, les exemples classiques de mon équipe viennent de la certification IMP de l'OMS en tant qu'unité mobile et nos groupes prêts pour la mission. Il y a les modules pour l'assainissement, pour les répondants dans des situations d'urgence, notamment. Merci. Merci beaucoup. Et en écoutant ce qu'on partage, n'hésitez pas à mettre vos questions dans la fonction questions et réponses. Rahima, est-ce que vous pourriez vous aussi nous dire quelle est la ressource la plus utile dans votre travail en EAH? Oui, quand nous parlons de l'EAH dans les établissements de santé, on a commencé au Pakistan depuis 3 ans. Dont un établissement en Punjab. Et grâce à ce travail, nous essayons de faire ce travail dans les établissements de santé et dans les écoles aussi. Nous avons trouvé que l'outil le plus utile a été l'audit de sécurité. Pour voir quels étaient les problèmes plus spécifiquement parmi les différents groupes de patients et évaluer les besoins particuliers en EAH. Et il y avait des problèmes d'accessibilité, de la qualité et de l'accessibilité des services. Nous avons réussi à concevoir un projet et nous sommes rendus à la fin et on voit que d'après les outils que nous avons utilisés, nous avons réussi à mobiliser plusieurs organisations, des gens en situation d'incapacité et d'autres groupes marginalisés qui ont et nous avons pu identifier les lacunes au niveau du personnel affecté à la sécurité. Et avec le temps, la conformité s'est améliorée. De jeunes femmes viennent avec des infections et peuvent maintenant recevoir une bonne information et améliorer leurs propres pratiques d'hygiène.
Merci beaucoup, Remina. Rima, plutôt. Est-ce que vous avez une matrice ou quelque chose que vous pouvez partager avec nous, ce document ou cet outil, le fait que vous avez pu faire une analyse des lacunes du point de vue des différents groupes et vous avez utilisé le terme JATSI pour l'égalité des genres, l'inclusion et les personnes en situation de handicap. C'est très important. Oui, en effet, c'est au Punjab que nous avons lancé le projet euh, JETSI ou EGISPH dans les établissements de santé. Excellent, si vous pouvez partager ces évaluations dans le chat, ce serait formidable. Sinon, on peut le communiquer à la communauté par la suite. Et Claire, en tant que experte en PCI, prévention et contrôle des infections, qu'est-ce qui vous a semblé le plus utile comme ressource ces dernières années? Merci beaucoup. Il y en a deux. Euh, bon, je profite de l'occasion pour parler de deux ressources que vous connaissez peut-être pas. Et je veux surtout expliquer pourquoi ces ressources ont été importantes pour moi et pour Hélène Protos. Il y a la stratégie mondiale sur la PCI lancée l'année dernière par l'OMS qui décrit l'avenir pour la prévention et le contrôle des infections. Bon, je ne travaille pas dans le domaine des urgences. On va parler de PCI des urgences aujourd'hui, des situations d'urgence, mais depuis quelques années, avoir une stratégie avec tous les pays appliquer la stratégie m'a beaucoup motivé. On peut revenir pour en parler par la suite, mais il faut souligner l'importance d'une telle stratégie lancée l'année dernière à l'Assemblée mondiale sur la santé. Cela devrait nous encourager à reconnaître qu'il y a des éléments de PCI dans le travail de tout le monde et qu'il y a de la place pour s'en servir en dépit des nombreuses barrières. Il y a aussi quelque chose de très pratique qui est sorti depuis 2 ans. Ce sont des aides-mémoires créées au départ par la région de l'Europe de l'OMS sur l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, les EPI, le nettoyage environnemental et la gestion des déchets. Et puis, il y a des mesures concrètes, des vérifications à faire pour améliorer la situation par rapport à tous ces sujets en EPI. Ce qui est bien, c'est que nous avons réussi à circonscrire les intersections entre le PCI et le AH. Le fait d'avoir une action sur les plans relatifs à l'eau permet, bon, ça n'a pas toujours été le cas dans les documents sur le PCI. Il y a eu donc des progrès et c'est un exemple concret. Et la stratégie sur le PCI qui couvre à la fois le PCI et le H. Et c'est très emballant. En effet, et je pense que Haley va mettre le lien sur le rapport international. Oui, c'est le deuxième lien. Excellent. Tout le monde va pouvoir le voir. Cette idée d'avoir une liste de contrôle est excellente pour les gens qui font ce genre d'évaluation. Merci beaucoup. Je vois les questions affluer. Merci beaucoup de les mettre. Il y a eu plusieurs questions avant la séance sur la gestion des déchets, des activités de soins. Est-ce qu'on pourrait nous parler des technologies de gestion des déchets dans les milieux à faibles ressources? Est-ce que vous pourriez nous aider à cet égard? Oui, merci beaucoup. Vous avez commencé avec une question très difficile. Nous avons, en fait, bon, le problème est toujours, je ne peux pas répondre dans le détail parce que ça dépend toujours de l'établissement, de la situation, de l'infrastructure disponible, eau, électricité et ainsi de suite. Mais en général, il y a des possibilités quand l'incinération n'est pas une option.
pour l'utilisation d'autoclaves. Et il y a des autoclaves simples qui peuvent être utilisés dans les établissements plus petits. Il y a des autoclaves de dessus de table, par exemple, qui ne nécessitent pas une électricité en 3 phases. C'est l'électricité normale uniphase euh, euh, qui peut être utilisée. Et de préférence, on l'utilise avec de l'eau déminéralisée. Mais il y a des systèmes qui sont plus flexibles à cet égard. Et on pourrait utiliser l'eau de pluie, qui est beaucoup plus douce que l'eau de robinet dans bien des cas. Donc, il y a des possibilités qui peuvent être utilisées, mais ça dépend toujours du type d'établissement et des infrastructures disponibles au niveau local. Ça va être ma prochaine étape si je ne peux pas incinérer. Je vérifierai pour voir si je peux utiliser des autoclaves dans ces milieux. Merci beaucoup et désolé de vous poser une colle en partant, mais c'est une excellente réponse parce que tout dépend du contexte de ce qui est disponible. Et merci d'avoir expliqué ce qu'il en est pour l'incinération. Maintenant, parlons de programmation dans les contextes d'urgence et des contextes fragiles. Qu'est-ce qui différencie la programmation EH dans ces contextes par rapport à la question du développement, par exemple? Pourriez-vous nous en parler? Oui, dans les contextes fragiles, les établissements de soins sont souvent perturbés par le conflit en cours, l'instabilité politique ou des catastrophes naturelles qui endommagent les infrastructures, limitent les ressources et limitent l'accès aux services de base comme le H. Bon, quelles sont nos priorités? Établir ou rétablir des services H de base dans les établissements de santé pour contrôler les infections et une prestation sécuritaire des services de santé. Ça devient une priorité dans de tels contextes. Notre approche, la programmation EH doit être flexible en fonction des situations changeantes. Les tests de préparation d'urgence et des plans de réponse sont essentiels pour répondre à des besoins intensifs qui surgissent. En zone de conflit, souvent, la sécurité des sources d'eau et des services d'assainissement, ce qui cause des problèmes pour le maintien des normes. Qu'est-ce que nous faisons dans le contexte du développement? D'abord, regardons les défis. Bien que les établissements puissent et les infrastructures puissent être plus stables, parfois, l'accès à une eau saine peut persister, surtout en zone rurale ou dans des zones mal desservies. On insiste plutôt sur la stabilité à long terme, planifiée en priorisant l'entretien des installations, l'engagement de la communauté, et ainsi on peut s'assurer que tout le monde ait accès à des installations sécuritaires. Dans le contexte du développement, la programmation H peut être indiquée dans les initiatives d'envergure en faisant le lien entre l'hygiène, l'assainissement et la santé littorale pour obtenir de meilleurs résultats en matière de santé de la population. Dans les contextes de développement et les contextes fragiles, l'objectif principal est d'offrir accès à des services sécuritaires et fiables à l'eau pour avoir de meilleurs résultats au niveau des patients. Dans les deux contextes, une bonne coordination et la collaboration entre les ONG et les agences internationales est essentielle pour maintenir les programmes EH dans les établissements de santé. Merci. Merci beaucoup, Yashir. Et je pense que la distinction que vous faites au niveau de la durabilité et de l'agrégation, c'est important pour comprendre la distinction entre les contextes de développement et les situations fragiles.
Merci d'avoir contribué à notre compréhension. N'hésitez pas à mettre vos questions dans la fonction questions et réponses. Je voulais revenir à Utah et à la question de l'égalité des gens de la situation des femmes et des jeunes femmes. Comment concevoir des activités durables de santé menstruelle dans des situations, c'est plutôt Rima que je pose la question. Oui, merci. Au Pakistan, c'est un domaine important, la santé menstruelle. Nous travaillons avec les parties prenantes clés sur ce thème et nous avons une campagne de sensibilisation avec euh, différentes parties prenantes et nous bénéficions du soutien du Fonds des affaires internationales. Dans l'élément hygiène ou santé menstruelle, je dis que quand une organisation veut promouvoir la santé menstruelle, il faut développer ou communiquer avec le ministère du Travail et d'autres instances, le ministère de l'Éducation aussi. Dans le contexte du Pakistan, ça peut être aussi des services locaux, parce qu'au Pakistan, il y a beaucoup de services qui peuvent avoir des mandats semblables. Alors, il faut essayer de contribuer à l'élaboration de stratégies et de politiques à partir desquelles ils peuvent créer des initiatives en fonction des besoins. C'est ce que nous avons fait au Pakistan. Et nous avons aussi nos interventions auprès des services et des ministères, surtout au niveau de l'EA. Nous travaillons pour que ce soit intégré au programme et au plan de financement pour assurer la disponibilité des serviettes sanitaires, par exemple, et pour avoir des services d'assainissement intégrés et inclusifs. Ce genre d'initiative est essentiel. Il faut qu'on parle aux gens dans le domaine du travail et des finances. Il y a beaucoup de, je dirais, erronés au sein de la communauté et même du personnel de la santé. Donc, il faut conscientiser les gens et faire de l'éducation du personnel de santé et même dans les écoles et auprès des élèves. Nous avons créé des modules de formation et nous avons formé des formateurs et formatrices et travaillé avec les sages-femmes qui jouent un rôle très important dans la communauté et de contrer ces idées erronées. Bon, au niveau de la gestion de l'hygiène, c'est peut-être l'élément le plus important. Il faut promouvoir les services d'assainissement. Il doit y avoir un espace où les gens puissent se changer, changer leurs vêtements et laver les vêtements et voir voir à ce que leurs vêtements sont peints. Il faut assurer, protéger l'intimité des gens dans le cadre des services d'assainissement. Nous avons développé des modèles et que nous avons proposé ces modèles au ministère du Travail et de l'Éducation. Après, c'est la démonstration des modules et leur succès. Le ministère de la Santé veut incorporer ces services et ces services d'assainissement inclusif dans le cadre de leur programme. Bon, pour ce qui est du personnel de santé,
techniques ou non techniques. Et, malheureusement, ils ont peu d'informations sur la gestion de l'hygiène et de l'assainissement. Euh, Maintenant, on fait des consultations auprès de personnes euh, qui vivent des situations de façon concrète pour déterminer le type d'environnement ou de soutien est nécessaire et qu'il pourrait proposer. Merci beaucoup. Euh, Vous avez parlé de tellement de sujets. Je suis très impressionné par ce que vous avez fait pour prendre cette approche centrée sur les utilisateurs à plusieurs niveaux, parce que vous parlez des différents niveaux qu'il faut mobiliser pour que les services de santé menstruelle soient vraiment efficaces et durables et multiministériels aussi. Oui, je voulais ajouter aussi que il y ait de l'implication communautaire. L'objectif est de proposer un environnement, que ce soit à l'école ou à l'hôpital, où les gens se sentent bienvenus. Oui, Oui, encore l'accès sur la communauté. Merci beaucoup. je vais donner la parole à Claire parce qu'on a quelques questions ici concernant la PCI. Et donc, la première, c'est dans votre expérience, quel a été le moteur des investissements nationaux, sous-nationaux pour l'amélioration des services? Et la deuxième, pour le mécanisme de gouvernance au niveau national. Euh, donc, vous pouvez répondre à la première, à la deuxième, les diviser comme vous voulez. Donc, ce qui fonctionne le mieux pour vous. Merci, Joanne. Oui, en fait, c'est très intéressant comme question sur quels sont les moteurs au niveau national, parce que je pense que dans différents pays, la CPI, ça se rapporte aussi à la deuxième question, la comptabilité, l'imputabilité. Et depuis 2016, en fait, on a beaucoup de chance parce que pour tous les pays ont accès à la PCI de base. Et donc, ce sont des directives qui ont été traduites dans des manuels de mise en œuvre et des outils d'évaluation. Et un de ces outils est destiné à l'utilisation au niveau national. Donc, ces indicateurs du niveau national sont basés sur les preuves qui ont été trouvées dans la littérature et ça a été mis à jour maintenant pour que ces outils soient à jour pour tous les pays. Donc, ces indicateurs nationaux, depuis 2016, en fait, ça l'a créé, en fait, il y a 7 ans déjà. Donc, on a ça donc par écrit ces étapes d'imputabilité? Est-ce que le pays a un programme au niveau de la PCI? Est-ce que votre pays soutient la surveillance des maladies infectieuses? Est-ce qu'il y a des systèmes d'évaluation, de suivi, d'éducation, d'information? Donc, ces éléments de base sont là. Et on a aussi, et Haley en a parlé dans le rapport mondial. Il y a des résultats sur le sondage mondial pour la prévention et contrôle des infections, PCI. À l'aide de ces indicateurs, donc, ça fait en sorte que les gouvernements, les autres leaders sont plus intéressés. On a des outils qui nous aident à faire ce parcours. Et je pense aussi que il y a eu des messages uniformes à travers différents programmes qui soutiennent l'objectif de la PCI, y compris WASH, avec plusieurs documents qui parlent de la PCI et de WASH. Donc, ça va rejoindre un autre auditoire avec un message cohérent. On a un agenda, on a des documents sur la résistance antimigriotique. Donc, d'avoir la PCI et WASH intégrés dans ça, c'est excellent. Et donc, ces sujets comme WASH et la sécurité des patients ont... L'interprète n'entend pas l'intervenant.
Mais donc, je pense que le mot-clé ici, ce que j'essaie de dire, c'est cette collaboration, avoir une voix qui fait une différence pour s'engager au niveau national à chaque année. Excellent. C'est très bonne nouvelle pour nous tous d'entendre cela, surtout la disponibilité de ces indicateurs et les actions qui sont prises dans ces différents pays. Donc, merci beaucoup, Claire, pour ces commentaires. Et je dois dire que si vous êtes intéressé à ce qu'on pose votre question, mettez-les dans la section Q&A. Q&A. Il y a un bouton sur votre barre d'outils qui s'intitule Q&A pour questions et réponses. Mettez vos questions là parce que dans le chat, c'est plus difficile de faire le suivi. Donc, pendant la séance, utilisez cette fonction Q&A. Et donc, je vais tourner à Rahima qui demande comment est-ce que vous avez engagé les femmes, vos travailleurs de la santé, membres de la communauté, etc., dans la programmation. Thank you for asking this important question. When we talk about the engagement of women, particularly either they are working in healthcare facility or in L'interprète n'entend pas l'intervenant. before initiating any project, we are actually trying to conduct a gender analysis so we can see that what kind of barriers and challenges women and girls are facing, and in terms of what kind of division of labor is there in particular community, and if we Et intend to donc, engage the women at community level or either at the management on committees at healthcare facilities la also, communauté des gestements à tous les niveaux, environment c'est des environnements qui peuvent, des habiletés pour engager ces parties prenantes. Et donc, on fait des projets et on essaie de avoir des comités dans les établissements de santé où on a de la représentation de la communauté pour qu'ils puissent devenir partenaires de ces et assurer des services de qualité. Et donc, quand on parle des établissements de santé, quand on parle, on a trouvé que ces secteurs clés, il y a peu de femmes dans les zones rurales. On ne trouve pas souvent de médecins, de sages-femmes. Donc, pour faire notre travail de plaidoyer, on essaie de influencer le leadership politique et les décideurs politiques au niveau des établissements de santé en particulier et les soins primaires, parce qu'on sait que si une femme a besoin de conseils, il faut qu'il y ait quelqu'un là qui va être disponible pour lui donner de l'information de base. Donc, c'est ce sens d'initiative qu'on essaie de prendre pour s'assurer la participation des femmes dans la prise de décision. Quand on parle de WASH, on a aussi appris qu'il y a un changement de dynamique dans ce secteur. Il faut adopter l'approche de la transformation des genres et par cela, on peut promouvoir le leadership des femmes au niveau communautaire avec des projets et des comités de surveillance. Et c'est tout nouveau. Donc, les femmes sont données l'opportunité de discuter, en fait, de se réunir pour discuter de ces défis, ces problématiques auxquelles les femmes font face et on essaie de bâtir un lien entre les prestataires et les destinataires par ces efforts. Merci beaucoup, Rihan. Encore une fois, c'est très compréhensif comme réponse. Je pense que tu nous as donné des idées, en fait, sur la façon d'inclure et d'engager les femmes dans tous ces différents procédés. Donc, merci. Et j'espère que tout le monde va prendre le temps de vraiment réfléchir à tout cela, ce que Rahim a partagé, l'approche qu'ils adoptent. Donc, merci. Je vais revenir à Outé sur la gestion des déchets médicaux. La question, c'est, j'ai observé que la ségrégation des déchets s'améliore, mais quand on parle de la collecte et de se débarrasser, surtout des déchets infectieux, on dirait que tous les déchets arrivent ensemble dans les incinérateurs.
Donc, il y a pas, surtout là où il n'y a pas de collecte générale. Quelle intervention est-ce qu'on peut faire? J'espère que Utah t'a bien compris. Oui, tout d'abord, je suis très heureuse d'entendre qu'il y a un tri qui se fait, une ségrégation, parce que j'en fais pas beaucoup l'expérience moi-même. Donc, si il y a le tri est amélioré et donc on lève le pouce, c'est intéressant. C'est une activité de base au niveau de la gestion des déchets médicaux. Donc, parce que s'il n'y a pas un triage qui est fait, ben, c'est très difficile par après. Cependant, que les déchets sont ensuite remélangés. Évidemment, c'est inutile, ça ne devrait pas se produire. Donc, si vous mélangez les déchets de nouveau par après, à ce moment-là, tout doit être considéré comme étant infectieux de nouveau. Donc, ça ne fait pas de sens du tout. Donc, c'est très important de garder ces sources de déchets distincts et ne pas être incinérés ou traités ensemble. Donc, on a toujours pour l'incinération, donc il faut faire la distinction entre un incinérateur pour les déchets généraux ou dangereux. Donc, ce sont deux différents types d'incinérateurs qui utilisent de différentes températures. Donc, pour les déchets dangereux, on a besoin d'une température plus élevée. Deux chambres, par exemple, d'incinération qui sont recommandées selon certaines conventions. La première chambre qui est à 850, la deuxième qui est à 1100 degrés. Et pour les déchets généraux, ces températures sont plus basses. Et ça veut dire aussi que en cas de mélange des déchets, on perd de l'argent si on envoie des déchets généraux dans des incinérateurs pour les produits dangereux parce que ça exige plus de combustible. Et donc, je dirais, ne faites pas ça. C'est vraiment, on perd de l'argent et ce n'est pas nécessaire du tout. Merci, merci pour cette perspective. Donc, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Soyez bien à l'aise, mettez ça dans le chat. Et donc, je vous donne, merci de votre perspective. On a une question pour Yassir concernant les urgences. Moyennement, pendant combien de temps ça prend pour avoir une stratégie, un plan de stratégie coordonné pour une urgence au niveau des pays, au niveau de WASH? Et quand est-ce que vous conseillez la mise à jour d'un plan quand c'est créé? Quels défis vous avez vus dans la mise en œuvre de cette stratégie pour ces urgences? Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Merci, Joanne. Comme vous savez, développer des stratégies, ça prend du temps. Et donc, il faut que beaucoup de secteurs, départements en conviennent. Donc, pour nous, on a eu une réponse à choléra. On a eu un plan très clair qui a déjà été mis en œuvre sur comment ce mouvement est coordonné. Et donc, il y a des initiatives différentes qui regardent pour une coordination au niveau des urgences pour la santé publique, qui est axée sur WASH dans les établissements de santé. Et les mises à jour à une stratégie sont vraiment contextuelles et dépendant des différentes activités et des changements à ce niveau-là. Donc, je dirais que si vous voulez regarder chaque réponse spécifique, il y a un plan qui doit déjà être développé et ça va être différent selon les morbidités. Donc, peut-être 6 mois à 1 an pour chacune des mises à jour. Et certains des défis impliquent ces activités où on doit mettre tous les acteurs, réunir les acteurs pour avoir un effort plus coordonné. Merci. Excellent. Merci, Yassir. Et donc, encore une fois, si vous avez des questions, mettez-les dans la Q&A, pas dans le chat, parce que on peut seulement suivre dans la section questions-réponses. Je pense que la prochaine question qu'on peut poser, en fait, je pense que ça va être notre dernière avant la conclusion. Donc, Claire, on a reçu une question. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les travailleurs de la santé pratiquent de façon uniforme la PCI avant, pendant et après les contacts avec les patients dans les établissements de santé? Et si vous pouvez répondre à cette question, j'aimerais bien entendre la réponse parce que les travailleurs de la santé pratiquent la CPI de façon cohérente. C'est très difficile. Donc, si vous pouvez nous donner vos réflexions. Oui,
tout à fait. C'est exact. Mais donc, on a un modèle et Lindsay va l'envoyer parce que j'en ai parlé de ce modèle tout le temps. Donc, de façon uniforme, oui, c'est le mot-clé. Ça peut prendre beaucoup d'années, en fait. Et un des manuels de l'OMS parle de la mise en œuvre. Et ça nous donne des cycles d'activité sur 5 ans. Donc, je pense que c'est la première chose ici qu'on doit voir. Si on veut une fiabilité, il faut vraiment reconnaître qu'il y a une approche à cela qui peut prendre des années. Et donc, si on veut être pratique et qu'on veut utiliser un modèle d'amélioration qui pourrait nous commencer sur ce parcours. Donc, je vais dire quelques éléments et je vais summariser. Donc, il faut que les travailleurs de la santé aient accès facile aux produits, aux ressources. S'ils n'ont pas l'accès facile, alors c'est plus difficile pour eux de faire la bonne chose. Doit s'assurer qu'on fait la surveillance des bonnes choses et donner des commentaires, une rétroaction qui va varier selon les contextes. Et l'OMS ne veut pas une approche punitive, mais ça doit être jugé selon la culture de l'endroit où on veut faire des améliorations. Donc, il faut former aussi les gens, c'est un autre élément. Et il faut former, faire un suivi selon ce qui est dans les politiques ou les procédures que les gens utilisent, parce que ça peut être parfois différent de ce qu'on leur dit de faire dans leur établissement. Donc, on veut que les gens prennent les bonnes mesures de façon cohérente et on doit aider les gens à comprendre quoi faire, les former pour aider les gens à se rappeler de qu'est-ce qu'ils doivent faire. Donc, avoir des communications, des rappels et de façon plus importante encore, on doit avoir un encadrement autour des gens pour pouvoir avoir cette culture de stabilité, de flexibilité, d'autorité, d'indépendance qui va être différente à chaque endroit. Donc, pour résumer, bon, il faut prévoir une stratégie de mise en œuvre sur 5 ans, mais au jour le jour, une approche d'amélioration doit baser sur bâtir, enseigner, vérifier et vivre tout visant à améliorer la prévention et le contrôle des infections. Alors, il faut essayer d'implanter ces éléments tous les jours en soins de santé. C'est parfait, Claire. J'aime beaucoup ces mots. Est-ce que vous pourriez les mettre dans le chat pour que tout le monde puisse se souvenir de l'ordre de ces mots? Merci beaucoup de vos réflexions là-dessus. Ça peut être un grand défi, mais il semble que vous avez un plan assez complet et assez détaillé qui se base sur la compréhension que ça va prendre du temps. Merci beaucoup, Claire. Et s'il vous plaît, mettez le maximum de détails possibles dans le chat. Bon, le temps file. Je vais poser une dernière question à tous les membres du panel pour que vous puissiez chacun donner votre point de vue expert et de personnes avec une expérience spécialisée. Pour les gens qui travaillent sur l'OA dans les établissements de santé, quel est le conseil que vous donnerez par rapport à votre domaine d'expertise? Des choses que les gens pourraient faire pour améliorer l'OAH dans les établissements de santé. Et bon, on pourrait peut-être commencer avec Outé. Ah ouais, c'est moi qui commence chaque fois. Bon, côté gestion des déchets, commencer à faire des choses. Il ne faut pas attendre que on ait une solution parfaite. Il y a déjà tellement de choses qu'on peut faire, essentiellement sans budget. On peut fermer les gens, améliorer la séparation des déchets. Il y a tellement de choses qu'on peut faire sans avoir derrière des années de planification et disposer des bons équipements. Il faut commencer et faire des pas pour améliorer peu à peu votre système. C'est quelque chose qui me semble très important. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre d'avoir toutes les ressources et que tout soit parfaitement planifié. Et il faut penser en dehors de la boîte, pour ainsi dire. Penser comment je peux traiter mes déchets
ici. Et quel est le lien que je peux faire avec d'autres établissements? Peut-être qu'on peut faire traiter des déchets dans un établissement à côté, faire de la logistique, surtout pour les petits centres. Il y a plein de possibilités. Bon, vous pouvez minimiser le déchet, faire du recyclage. Il y a tellement d'éléments auxquels on peut penser sans être obsédé par l'achat du prochain incinérateur ou un autre équipement pour les déchets. Merci, Outé. Yassir. Oui. Bon, l'utilisation de la plateforme de coordination qui aide les groupes qui participent à une réponse en situation d'urgence, organismes communautaires, conseillers en santé, c'est donner des études de cas qui documentent des expériences et les leçons tirées d'urgence antérieures en matière de H dans les établissements de santé. On peut penser à l'utilisation de plateformes telles que notre communauté pratique pour partager et parler avec d'autres experts dans le domaine qui va aider à l'apprentissage et à l'innovation. Merci, Yassir. Voilà. Oui, au niveau de l'inclusion sociale, de l'égalité des genres et des personnes en situation de handicap, par rapport à l'âge dans les établissements de santé, il faut penser à plusieurs besoins différents. Il faut faire participer les femmes, surtout les femmes enceintes, les jeunes, les personnes âgées, les gens qui ont différents types d'expériences. Et les membres du personnel. La conception des services H dans les établissements de santé doit tenir compte de l'accessibilité, de l'intimité, de l'acceptation sociale et d'autres éléments. Et il faut absolument faire participer les personnes souffrant d'un handicap. Et il faut tenir compte de leurs besoins en concevant n'importe quelle solution dans un établissement donné. Leur participation devrait être assurée quand on parle des processus de suivi aussi. Merci. Merci beaucoup, Grima. De très bons conseils. Et enfin, Claire, quel serait le conseil que vous donneriez qui travaille dans le H, dans les établissements de santé? Bon, ce n'est pas parce que Ute et moi sommes de l'OMS, mais on a le même message. Si vous connaissez votre situation au niveau local, pas besoin de regarder ailleurs. Un exemple, l'hygiène des mains est souvent... il y a eu tellement d'exemples où on commence avec l'utilisation de produits d'hygiène des mains a permis d'avancer vers autre chose. Il faut commencer quelque part. Ça, c'est mon premier message. Et deux autres mots, communiquer et intégrer. Communiquer avec des mesures qui aura une influence. J'espère que la nouvelle stratégie... Ah, nous l'avons perdu. Oui, nous avons perdu Claire, paraît-il. C'est dommage. Elle a des choses si intéressantes à dire. J'espère qu'elle reviendra dans une seconde ou deux. On va lui donner... j'espère... Ah, la voilà. Oui. Bon, communiquer et utiliser la stratégie PCI, consulter les publications sur les coûts associés à l'EH dans la santé. Il y a des messages. En utilisant les messages et les outils qui montrent l'intersection entre l'EH et le PCI, nous permet d'être plus forts ensemble. Et c'est ce voyage-là sur lequel nous pouvons embarquer. Excusez-moi pour l'interruption. Ah, c'est nous qui vous remercions d'être revenus si vite. Merci à tout notre panel. Merci d'avoir pris le temps d'être là, de vous être préparé à cette séance. Nous en sortons très enrichis par vos réponses et les points de vue que vous avez partagés. Je pense que les gens qui n'ont pas pu assister vont le regarder pour écouter et apprendre de ce que vous avez présenté aujourd'hui. Merci
Kirkpatrick, le doublage, Yassir Saïd, Outé Piper, également de l'OMS, et de Piper de Watergate, Pakistan. Il reste 2 minutes. Je vais passer la parole à Lily pour le mot de la fin avec les derniers commentaires et les annonces. Merci pour votre participation et pour vos questions. Si nous ne devons pas pouvoir aborder une question, nous allons faire de notre mieux pour y répondre, notamment par le biais de notre bulletin d'information. Oui, et je reprends ce qu'ont dit Joanne et Lindsay. Merci à tout le monde pour vos questions. Elles sont excellentes. Il y a d'autres moyens de participer. Nous espérons que vous allez vous abonner à notre listserv. Cela va vous donner un bulletin mensuel sur les ressources et les événements. Beaucoup d'éléments mentionnés dans le chat vont être repris dans le bulletin. Mais il y aura des informations sur les séances antérieures et les séances à venir. Il y a beaucoup d'informations. Je viens d'insérer le lien dans le chat. Par ailleurs, voilà, ça c'est le site web de COP de la communauté pratique. Nous sommes toujours intéressés par les histoires de réussite et de recommandations pour des séances futures. N'hésitez pas à nous faire des suggestions ou des recommandations pour souligner une histoire, un cas de réussite, ou il y a peut-être quelque chose sur lequel vous aimeriez qu'on fasse le suivi, éventuellement dans le bulletin d'information. Il y a le dernier événement de la communauté pratique en 2e année. Ça va avoir lieu le 4 octobre. Soyez à nos affûts des détails. Nous allons aborder des sujets importants et nous espérons que vous serez les nôtres. Merci encore. Les ressources vont être disponibles sur le site web de la communauté pratique et au plaisir de vous voir en octobre. Excellente fin de matinée ou d'après-midi ou de soirée. Merci d'être venu. Merci aux interprètes. Bonne fin de journée. Au revoir.